Bonjour à tous, dans le podcast d'aujourd'hui on va parler un petit peu du métier de professeur de yoga parce que suite à mon dernier article sur l'enseignement du yoga de façon générale, j'ai reçu beaucoup de questions, certainement parce que parmi vous il y a beaucoup d'enseignants de yoga sur comment devenir enseignant de yoga, qu'est-ce que c'est être un bon enseignant et comment continuer aussi à s'épanouir dans ce métier. Donc comme je ne connais pas l'immense majorité d'entre vous, je vais quand même me présenter pour vous donner quelques éléments qui vous permettront à vous ensuite de définir si je suis compétente pour vous expliquer comment devenir professeur de yoga et comment vous épanouir dans ce métier. Parce qu'en fait, peut-être que mon approche ne vous parle pas, peut-être que nos personnalités sont très différentes. Et dans ce cas, ça ne sert à rien d'écouter 1 heure de podcast d'une personne qui a une manière de faire, d'appréhender le métier qui est trop différente de la vôtre. Donc déjà, moi, je suis pas une businesswoman de folie. Je suis pas dans le business du yoga entre guillemets. Je gagne pas des sommes qui font rêver. Je donne pas des cours à temps plein. J'ai pas créé d'empire. Et j'ai toujours fait des choix qui ont été motivés par ce qui me plaît profondément dans mon travail et pas du tout par la rentabilité. Et je rajouterais même pas assez par la rentabilité pour en faire une activité professionnelle, c'est-à-dire de pouvoir se dégager un salaire complet, confortable. Voilà. Moi, mon objectif, c'est de rester dans une zone de confort qui laisse ma créativité s'exprimer et qui me permette d'être très à l'aise toujours dans ce que je donne. Je ne vais pas enseigner des choses que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas pratiquées 500 ou 1000 fois avant. Donc voilà, c'est déjà un positionnement qui est particulier et qui n'est pas si courant quand même chez les enseignants de yoga. La deuxième chose, c'est que j'ai une aversion totale pour la vente, le marketing, la communication. Donc j'ai trouvé un espace d'expression sympathique avec ces podcasts, avec une chaîne YouTube, avec un site. Mais voilà, sinon je suis pas très douée en com, c'est pas mon milieu. Donc c'est bien de le préciser parce que quand on parle d'enseigner le yoga de façon professionnelle, il y a une partie qui est bien sûr le temps de cours, le temps de transmission, mais il y aura aussi un temps qui devra être dédié à la vente. Donc si vous n'acceptez pas de passer ce temps, eh bien vos cours ont beau être excellents, personne ne le saura. Donc ça sera beaucoup plus difficile d'en vivre. Ensuite, une autre différence avec peut-être une grande partie d'entre vous, c'est que je ne suis pas du tout perfectionniste. Moi, ce qui va me plaire, c'est de créer, de lancer, d'amorcer des projets, de construire les fondations, le gros œuvre, quoi. Et la décoration, le fignolage, ça c'est des choses, ça m'intéresse pas du tout. Donc je vais faire un site qui est fonctionnel avec des articles de fond, pour lesquels j'ai travaillé. Évidemment, le contenu est travaillé, par contre, visuellement, c'est pas terrible. Et puis les podcasts et les vidéos, je les peaufine pas, je fais pas des montages de folie. Si je peux me passer de montage, je m'en passe. Donc en fait, voilà, je suis pas dans la recherche d'esthétique en permanence. Et même si j'ai conscience que c'est très important, mais tout ce qui est mis en avant, j'ai du mal. Il faut bien comprendre que ça, c'est une grosse erreur. Quand on veut vraiment vivre de son activité, il faut avoir l'aspect technique qu'on développe et en parallèle, il faut absolument développer la vitrine, l'aspect communication. Donc faites ce que je vous dis et certainement pas ce que je fais dans ce domaine. Donc voilà, au niveau de mon parcours, j'ai donné des cours de yoga chaque semaine pendant 8 ans. Et avant ça, de façon ponctuelle, des remplacements, des cours particuliers, des cours de façon un petit peu plus informelle. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner de cette manière. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. C'est pas une rupture totale avec l'enseignement du yoga, c'est simplement une réflexion personnelle qui m'a amenée à trouver une autre façon de transmettre qui me correspond davantage. Et puis qui est liée aussi à d'autres changements de vie, parce que l'enseignement du yoga est quand même très lié à votre vie personnelle, au choix du lieu dans lequel vous allez vivre, à vos obligations personnelles, professionnelles par ailleurs si vous avez un autre emploi, et puis à votre vie de famille évidemment. C'est pas quelque chose qui est complètement déconnecté de votre vie quotidienne, de votre vie personnelle. De mon côté, de façon classique, comme énormément de professeurs de yoga actuellement, c'est pas mon premier métier. Mon parcours, ça a été de travailler dans le domaine bancaire et puis ensuite dans la traduction, toujours pour le domaine bancaire. Et tout ça, c'était assez anxiogène, comme vous pouvez l'imaginer, et c'était pas forcément très palpitant. Donc j'avais commencé à suivre une formation approfondie de yoga, en parallèle bien sûr de mon métier, de mon activité, et c'était pas pour enseigner, c'était plutôt pour comprendre
cette discipline que je pratiquais en suivant des cours et lors de stages. Donc j'avais envie de mieux comprendre pour pouvoir ensuite installer une pratique personnelle, régulière, stable et cohérente chez moi. Ensuite, quand j'ai été dans le domaine de la traduction, j'avais des horaires beaucoup plus flexibles. Et puis, j'ai été donc disponible pour faire des remplacements, ce qui m'a beaucoup plu contre toute attente, hein. La première fois, j'y allais un petit peu à reculons avec pas mal d'appréhension. Et ensuite, j'ai trouvé voilà, que c'était vraiment très agréable de donner des cours. Et ça permet aussi de structurer sa pensée quand on est en train d'apprendre une discipline et qu'on transmet, alors à notre niveau, hein, bien sûr, à des personnes qui débutent. Eh bien ça permet d'être plus au clair avec soi, avec ce qu'on apprend, avec ce qu'on a intégré et aussi avec nos zones d'ombre. Donc l'enseignement du yoga a pris graduellement de plus en plus de place et ensuite j'ai finalement eu ma salle de yoga. Voilà, j'ai créé un espace dédié au yoga en plein centre de Lyon. Et ça, j'ai géré cette salle pendant 5 ans dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à donner des cours, des stages, des choses un petit peu moins formelles aussi autour du yoga ou de la danse. Et j'ai encore cet espace, même si je ne donne plus de cours hebdomadaires à partir de la rentrée prochaine. C'est un endroit auquel je tiens, que j'ai eu envie de garder et dans lequel je reviendrai très régulièrement pour donner des stages, parce que j'ai plutôt envie d'enseigner de façon approfondie sur des journées complètes, sur des semaines complètes, au lieu de donner des cours à droite à gauche de façon un petit peu plus superficielle finalement. Quand il y a une personne qui me fait part de son désir de devenir professeur de yoga, ça arrive très souvent, hein, je demande souvent quelles sont les motivations premières. Ce qui revient, c'est le mode de vie qui semble extrêmement attractif. Alors évidemment, c'est souvent idéalisé, hein. Moi, j'avoue, personnellement, je trouve qu'au quotidien, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus doux de donner des cours de yoga que de faire un travail salarié, un travail classique. Mais ça, c'est vraiment une question de point de vue et ça dépend de vos modes de vie. Déjà, on s'imagine qu'on va avoir énormément de temps pour pratiquer et pour enseigner sa passion. Alors c'est complètement vrai, on va pouvoir enseigner sa passion et baigner dans l'environnement du yoga en permanence. Ça, c'est vraiment génial. Mais ensuite, en fonction des cours, de la charge de travail que vous avez prise, vous aurez plus ou moins de temps pour pratiquer. De mon côté, je connais beaucoup de professeurs de yoga qui me disent ne pas avoir le temps de pratiquer depuis qu'ils enseignent. Donc moi, ça me paraissait complètement fou. Et en creusant un petit peu, en posant la question au niveau des emplois du temps, comment ça se passait, eh bien oui, je vois que c'est pas rare du tout d'avoir 15, 20, 25 cours pour les plus téméraires, 25 cours de yoga par semaine, souvent dans des lieux différents, donc avec des temps de trajet, des temps d'installation, des temps de discussion éventuellement après les séances. Donc c'est quand même pas quelque chose de facile à gérer, parce que sur 25 heures de cours, on passe facilement à une 50aine d'heures entre les déplacements, le temps de cours, éventuellement le temps de préparation si vous préparez vos cours. Donc on n'est plus du tout sur ce fantasme du professeur de yoga qui a énormément de temps libre. On voit bien que c'est quelque chose qui peut être extrêmement prenant. Et donc ensuite, au niveau de la pratique personnelle, quand on a passé 50 heures par semaine à courir et à donner des cours, il arrive qu'on n'ait plus très envie de dérouler son tapis une fois rentré chez soi. Donc pour que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar, il faut pouvoir en vivre tout en ayant des cours donc suffisamment bien rémunérés, pas trop loin du domicile, ou en tout cas pas tous. Peut-être regrouper ses cours, enfin il faudra trouver une stratégie pour avoir quand même un temps de pratique sans que ça se transforme en contrainte. On le sait peu, mais il y a énormément de professeurs de yoga qui sont dans une situation d'épuisement. Épuisement physique, avec tous les déplacements, le temps de cours qui est quand même physique, même si on ne fait pas toutes les postures avec les élèves. On est toujours en train de bouger, on est toujours actif. Et puis il y a aussi un épuisement mental, parce que donner un cours, ça paraît peut-être extrêmement simple, mais on est toujours en train de regarder toute la salle, de scanner chaque élève, de regarder comment on peut ajuster les postures, quelle indication on peut donner. Moi, je me creuse la tête toujours pour me dire mais comment je peux leur transmettre ce concept qui est inexplicable, essayer de trouver des mots, des images pour pouvoir faire passer tout ce que j'ai envie de transmettre. Donc c'est captivant. C'est super intéressant et puis c'est très enrichissant personnellement, parce que ça permet de questionner sa pratique et sa compréhension. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez fatigant, assez énergivore.
Un autre point qui paraît absolument génial pour les personnes qui commencent à enseigner le yoga, c'est la possibilité de développer ses connaissances au travail. Quand on est dans un emploi salarié, on peut avoir des formations professionnelles sur des sujets qui nous passionnent plus ou moins. Bon ben là, quand on est enseignant de yoga, voilà, on choisit ce sur quoi on va se former, on choisit ses formations, on peut développer et on est encouragé à développer ses compétences, ses connaissances en permanence. Donc si on se débrouille bien, c'est vraiment un métier où on peut pratiquer, on peut apprendre, on peut explorer. Il y a un seul piège contre lequel je mets souvent en garde les jeunes enseignants, c'est ne pas enseigner ce que l'on ne maîtrise pas complètement. Ce qu'on n'a pas pleinement expérimenté, je pense que c'est pas forcément très juste de le transmettre. Et donc il faut faire attention à ce piège. Dès qu'on a eu une nouvelle connaissance, dès qu'on a effleuré une nouvelle pratique, on peut avoir très envie de la donner. Et je crois que voilà, c'est quelque chose qui nous épuise. C'est pas mal d'avoir notre petit jardin secret, notre espace dans lequel on est en train de travailler sur des choses en cours qui ne sont pas complètement acquises, complètement intégrées, sur lesquelles on ne s'est pas suffisamment penché. Donc avoir ce petit espace qui est pour nous, simplement pour nous, et qui n'est pas dédié à la transmission, je crois que c'est quelque chose d'important pour préserver son énergie, pour pas s'épuiser, et puis pour donner aussi aux élèves quelque chose de cohérent, de complet, de maîtriser pleinement. Il y a un point sur lequel je pense qu'il est intéressant de s'attarder. Quand on imagine le métier de prof de yoga, on se dit s'il y a bien un métier dans lequel on n'est pas stressé, c'est celui-là. Alors je suis complètement d'accord avec ça. En tout cas, pour moi, le stress est beaucoup moins présent que dans de nombreux métiers. Il est évident que j'ai divisé par 20 ma charge de travail et ma dose de stress quand j'ai commencé à enseigner. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun stress, surtout quand on débute, parce qu'il y a plein de sources de pression potentielles. Il y a le nouvel élève qui va nous regarder un petit peu bizarrement, qui va faire la moue pendant toute la séance. Donc on va se demander, on va se dire « Ah là là, il y a quelque chose qui lui va pas, quelque chose qui lui plaît pas ». Il y a le prof de yoga qui se fait passer pour un élève et puis qui vient regarder ce qui se passe dans la salle d'à côté. La femme enceinte qui nous l'a pas dit et qui vient nous le signaler à la fin du cours. Donc là, on repasse dans notre tête tout le cours en disant « Mon Dieu, j'espère que j'ai pas fait quelque chose de contre-indiqué ». Et puis, il y a la femme enceinte de 8 mois et demi qui vient. Bon, là, ça se voit, mais on se demande à chaque seconde si la moindre respiration va déclencher une contraction. Enfin, là, je plaisante un petit peu et je vais sur des choses très caricaturales, mais c'est quand même des choses qui arrivent et qui peuvent générer de petites tensions, de petites incertitudes dans nos quotidiens. Après, sur l'enseignement en lui-même, c'est évident, on se remet tous en question, même si on dit souvent qu'il faut enseigner ce qu'on a donné, ce qu'il est juste de donner, sans se préoccuper que ça plaise ou pas. Enfin, c'est pas une histoire de goût personnel, de distraction. Oui, je suis assez d'accord avec ça, faut transmettre ce qui est juste. Mais on a quand même toujours cette peur de mal faire, la peur d'ennuyer son auditoire. Il y a toujours des personnes qui ont des niveaux très avancés, quand c'est des cours tout niveau avec des personnes qui débutent, donc certains trouvent ça trop difficile, d'autres s'ennuient. Y a tout ça qu'il est assez difficile de concilier, qui génère beaucoup de questions pendant les séances. Et puis après, de façon très pragmatique, pour beaucoup de profs de yoga, il y a la peur de ne pas finir le mois, parce qu'on a préféré enseigner dans la super salle où le cours est payé 15 €, alors qu'on aurait pu donner un cours à l'usine de yoga qui nous paye 60 € à côté. Mais voilà, on a fait un choix. Donc on ne peut pas dire que ça soit un métier qui soit complètement sans stress. Disons que c'est un stress choisi. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans problème, on va simplement faire une sélection des problèmes qui nous paraissent un petit peu moins insurmontables à résoudre et on va s'atteler à résoudre ceux-ci et pas ceux qu'on avait avant, tout simplement. Une autre idée reçue, une autre idéalisation du métier de prof de yoga, c'est la sensation d'arriver dans un milieu extrêmement accueillant. On voit souvent le monde du yoga comme un monde de bisounours. Alors je ne vais pas vous en parler pendant 10 ans, j'avais déjà fait un podcast là-dessus, mais bon, le milieu du yoga reste assez idéalisé, je trouve. Et en fait, c'est un petit peu comme partout, c'est un reflet du monde. Il y a des batailles d'ego, des batailles d'influence, des guerres économiques, des mesquineries, des inimitiés. Voilà, ça reste un lieu peuplé d'humains avec leurs bons côtés, leurs imperfections. Donc n'idéalisons pas le monde du yoga, s'il vous plaît.
Alors je veux pas noircir le tableau, je me rends compte que c'est peut-être le cas ici. Euh, Simplement, je veux alerter, voilà, c'est pas un monde fait de personnes toutes extrêmement compatissantes, pleines de compassion et très éveillées. Pour autant, c'est pas pire qu'un autre milieu. Je vois par exemple par rapport au milieu bancaire, bon bah je préfère quand même le milieu du yoga évidemment. Voilà, c'est pas pour noircir le tableau, mais n'idéalisez pas non plus. Ça reste un monde d'humains avec, pour les personnes qui ont décidé d'en faire leur métier, une pression économique parfois, une notion de concurrence avec les salles voisines, avec les enseignants d'à côté, même si on essaye de vivre en bonne intelligence et que toutes les personnes ont engagé souvent un travail sur elles, une introspection, un lien avec une philosophie, et ben voilà, ça en fait pas des personnes parfaites pour autant. Un autre avantage, et là je suis vraiment plutôt d'accord, hein, c'est le retour à un mode de vie plus simple et plus sain. Quand on enseigne le yoga, on a l'impression qu'on va rentrer dans cette espèce de vie parfaite, très saine. Voilà, donc pour ma part, l'enseignement du yoga, c'est vraiment aller de pair avec une remise en question de l'hygiène de vie. J'avais pas une hygiène de vie très mauvaise avant, hein, pas si différente, mais je me laissais parfois un petit peu aller à traîner au lit, à manger un peu trop, voilà, des petites choses en fait qui paraissent rien du tout. Mais là, il était plus du tout question d'arriver en cours en étant fatiguée, en étant un petit peu moins motivée, en étant anxieuse. Donc au départ, oui, ça mettait une petite pression, cette obligation d'être toujours au top, entre guillemets. Et puis au fil du temps, ça m'a naturellement poussée à me poser les bonnes questions pour prendre un petit peu plus soin de moi. Avec le recul, je me rends compte que j'étais pas capable de m'accorder ce soin à moi-même, pour moi-même, s'il n'y avait pas eu la motivation d'enseigner, d'être présente pour d'autres personnes, d'accompagner, d'aider. Je crois que j'aurais pas eu cette motivation. J'aurais pas cherché à être dans les meilleures dispositions possibles. Donc voilà, finalement, c'était plutôt un mal pour un bien, ce petit stress, cette obligation d'être toujours au mieux de ma forme. Ça m'a amené à trouver la meilleure hygiène de vie possible pour moi. Et puis un autre point, certains voient ça comme un point noir, mais en fait ça a été quelque chose de positif, c'est le fait d'être un peu plus fauchée. Voilà, donc en troquant mon métier de banquière pour professeur de yoga, forcément mon salaire a été divisé par deux, hein. Donc le fait d'être fauchée m'a assez aidée finalement, parce que j'ai troqué une part de l'argent que je gagnais pour du temps disponible. Donc j'ai pu commencer à aller au marché, à cuisiner, je sortais moins, je mangeais moins dehors, j'avais beaucoup plus de temps pour dormir, c'est tout bête mais ça on oublie parfois. Et puis du temps pour faire des activités improductives entre guillemets, hein, des choses qui servent à rien, se balader, voir les amis, aller boire un café en terrasse en lisant un livre, enfin tous ces petits moments qui paraissent extrêmement simples, et bien j'ai pu me les accorder de nouveau. Et donc ça a vraiment, je pense, contribué à l'amélioration de l'hygiène de vie et du mieux-être. Ça a permis de ralentir, ça a permis de diminuer énormément le stress, la pression, et puis cette course en avant qu'on peut avoir dans beaucoup de métiers. Parce que dans le métier de prof de yoga, il n'y a pas du tout ça. On a fixé des cours pour l'année, on les dispense, on fait du mieux qu'on peut, on crée du lien. Mais il n'y a pas cette idée de course en avant, de toujours faire plus. Il n'y a pas cette frénésie qu'on trouve dans beaucoup d'emplois. Et puis le fait d'avoir un petit peu moins d'argent pour sortir, ça a permis aussi de ne pas remplir le moindre temps libre d'activité. Et ça a été une excellente chose, je crois. Donc j'ai découvert un monde un petit peu plus humain, où on va échanger, où on va faire du troc, où on va être beaucoup plus dans la communication, dans le lien. Moi, j'étais un petit peu déconnectée des gens et du monde avant, et là, ça m'a permis de retrouver ma place au cœur du monde. Donc finalement, une excellente chose. Après, l'enseignement du yoga, c'est quelque chose qui évolue. Ce qui était vrai il y a 10 ans, quand j'ai commencé à donner mes premiers cours, c'est plus complètement vrai aujourd'hui. Donc je vais vous épargner le « ah, c'était mieux avant » que j'ai l'habitude d'utiliser de façon un petit peu ironique. Mais voilà, je crois que c'est ma résistance au changement qui me fait parler comme ça, même si je plaisante bien sûr en forçant le trait. Il y a des choses qui ont changé quand même. À mes débuts, moi j'étais assez jeune et naïve, j'avais aucune idée de tous les problèmes que j'allais rencontrer dans le monde du yoga. Donc j'ai trouvé que cette pratique, elle structurait beaucoup ma vie, elle donnait un sens, ça apportait une profondeur. Et au-delà de ça, j'étais assez heureuse de côtoyer des personnes qui avaient le même centre d'intérêt.
et avec qui on partageait des valeurs communes. Donc ça a changé un petit peu le cercle social. Au lieu de côtoyer des personnes qui sortaient le soir pour aller boire un verre, faire un resto, des choses comme ça, très, très classiques, et au final, au cours desquels il y a pas beaucoup de liens. Il n'y a pas beaucoup de liens, on passe un moment côte à côte, mais l'échange n'est pas forcément très profond. J'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de passer son temps. Les gens qui étaient intéressés par le yoga m'ont amené à côtoyer des lieux différents, à aller à des soirées philo, des soirées contes. Donc on rentrait dans des lieux qui étaient de plus en plus propices à l'échange et des activités qui amenaient de plus en plus de liens. Finalement, ça a été ça la grande découverte. Le yoga, qui est quelque chose de très personnel, de très solitaire, a amené une véritable ouverture sur l'extérieur. Parce que je pense tout simplement que quand on est un petit peu mieux avec soi-même, on est beaucoup plus à même d'aller vers l'extérieur avec aisance. Au niveau du cercle social, ça a amené également un lieu, donc là une école de yoga, dans laquelle je pouvais aller, je pouvais pratiquer, lire, échanger sur le yoga. Et on était nombreux à avoir ce niveau d'engagement assez important. On cherchait à développer nos connaissances, à pratiquer. Donc on pratiquait seul, on pratiquait ensemble, on parlait de yoga. Disons que c'est quelque chose qui imprégnait complètement nos vies. Et puis au fil des années, puisque là on parle des changements aussi, ce qui a changé, c'est que cette exigence, elle s'est adoucie. Et j'ai vu de plus en plus de personnes se mettre au yoga pour réduire le stress, pour atténuer le mal de dos, ou parce que c'était à la mode en fait, parce qu'on leur a conseillé. Moi j'ai vu de plus en plus de jeunes profs suivre cette formation aussi, avec l'objectif d'enseigner le plus vite possible, de se reconvertir, ou comme dirait un enseignant que j'aime beaucoup, se recycler. Je trouve que le terme est extrêmement bien choisi. Donc voilà, de plus en plus de yogis et yoginis envisageaient le yoga comme un métier, et pas seulement comme une discipline de vie. Et les élèves venaient aussi de plus en plus, j'ai vu au fil du temps, pour résoudre des problèmes, pas pour pratiquer par intérêt pour la discipline, mais vraiment pour résoudre un problème spécifique. Je vais vous mettre en lien dans la description de ce podcast un autre article sur lequel j'ai échangé un petit peu plus sur le sujet avec Muriel, ostéopathe, kinésithérapeute, qui justement envoie beaucoup de ses patients à des cours de yoga. Donc elle m'a amenée à revenir un petit peu sur cette idée, en tout cas à pas considérer ça de façon uniquement négative. Donc fin de la parenthèse, il n'y a rien de mal à tout ça, mais simplement je note que le public a changé. Le public dans les personnes qui suivent les formations d'enseignants de yoga a été modifié. Nous on venait un petit peu comme ça, personne. Disons qu'il y avait un quart des personnes qui avaient l'intention d'enseigner et les trois quarts restants, même s'ils ont presque tous fini par donner des cours, venaient surtout pour leur connaissance personnelle, pour enrichir leur pratique. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des formations d'enseignants dans le but de se professionnaliser, voire de se recycler. Une autre chose qui a énormément changé, ce sont les attentes vis-à-vis de l'enseignement du yoga. Je pense que ça vient vraiment de la médiatisation du yoga, donc pour le meilleur et pour le pire. On a vu malheureusement tous les scandales sexuels liés au pouvoir, liés à l'argent, liés aux besoins de reconnaissance. Donc il y a eu toute cette mauvaise pub sur le yoga, donc les gens sont devenus de plus en plus méfiants et vigilants, et ça c'est complètement normal. Et puis la discipline est aussi devenue une sorte de panacée. On nous présente le yoga comme quelque chose qui va résoudre tous les problèmes de santé, problèmes articulaires, problèmes relationnels, problèmes de stress. Enfin voilà, c'est un peu le truc magique. Donc les gens arrivent avec énormément d'attentes. Moi, ça m'ennuie un peu parce que j'aime apprendre, j'aime transmettre, j'aime aider, développer les capacités de tout le monde. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être un jukebox, en fait, dans lesquels on va mettre une pièce de plus. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Je vais prendre ma dose de yoga, de détente. Je me souviens d'un cours en particulier, ça m'a vraiment choquée. Ce cours, ça a laissé une image, quelque chose en moi. Tous les participants étaient très fatigués. Et moi aussi, donc je sais pas, il y avait peut-être quelque chose, un événement, une période de l'année, bref, c'est rare que je sois fatiguée pour donner des cours de yoga. Et je me suis sentie très triste parce que j'ai eu la sensation d'être obligée d'assurer, alors que j'avais pas l'énergie, j'avais pas la disponibilité mentale, et tout le monde était dans une attente extrême en arrivant. Moi je suis très fatiguée, moi ça va pas, j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien nous détendre. Et en entendant toutes ces phrases, chacun avait sa petite phrase. Là je me suis sentie vraiment très seule et un petit peu à côté de ce que j'avais envie de transmettre et de vivre.
Ce que je vois aussi en tant que professeur de yoga, c'est qu'à mes débuts, il y avait de vrais groupes qui se créaient. On allait boire un verre à la fin des cours, on restait à la salle 2 heures après une séance, et puis voilà, il y avait vraiment du lien entre les gens, tout le monde s'échangeait son numéro, voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai l'impression que le monde est un petit peu plus pressé, qu'il y a moins d'intérêt personnel. On vient prendre son cours de yoga et puis après on repart chez soi. Il y a moins de questions, on est un petit peu plus dans une forme de consommation du yoga. Là aussi, j'avais déjà fait un podcast sur le sujet que je vais vous mettre en description. Bon, évidemment, hein, je me suis demandé si c'était le monde entier qui changeait ou si c'était moi, mais j'ai beaucoup d'amis enseignants qui m'ont dit ressentir à peu près la même chose. Ils ont pu voir à peu près la même transformation, et en particulier dans les grandes villes. Alors, j'adore transmettre le yoga. J'ai un attachement vraiment profond pour mes élèves, hein, évidemment. Surtout toutes les personnes que je connais depuis très longtemps, qui viennent dès les premiers cours. Mais voilà, toutes ces transformations, ça a quand même joué sur ma décision d'arrêter de donner des cours de yoga. Au niveau de la transmission, je vois tout ce qui a changé également, hein. Je termine un petit peu mon tour d'horizon de l'évolution du yoga ces 10 dernières années. Avant, on allait dans une école de yoga qu'on avait choisie pour faire sa formation. Et c'était tout un truc, hein. Je me souviens, au tout début, moi j'étais avec un ami, on a mis 6 mois à regarder tous les sites de toutes les écoles de Lyon, on est allé tester, on a fait des cours d'essai, on a pris des avis, on a mis un temps à choisir, en même temps on avait le temps en fait, on n'était pas là pour devenir enseignant de yoga, on voulait apprendre, et on voulait apprendre dans les meilleures conditions, avec non pas le meilleur enseignant, ça n'existe pas, mais avec celui qui allait le mieux nous correspondre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il y a toutes les formations en ligne qui se sont démocratisées, donc c'est normal de faire une formation 100% en ligne. Beaucoup d'enseignants proposent des formations en kit. Donc au lieu d'avoir des cursus complets sur 4 ou 5 ans, on va avoir un module qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis on va jouer au Lego avec ces modules. On va se créer un enseignement sur mesure avec ce qui nous plaît. Donc on est dans un yoga à la carte, avec un enseignement qui est technique, mais qui va être un petit peu moins lié à la personne qui enseigne. On va être centré sur le savoir, sur l'apprentissage, mais beaucoup moins sur le lien. Alors ça, c'est une bonne chose parce que ça rend la connaissance accessible et vraiment, surtout aux personnes un petit peu isolées ou qui ont des horaires décalés ou une vie personnelle très riche et peu compatible avec toutes les formules classiques des formations où on va avoir, je sais pas, une soirée par semaine ou une journée par mois. Donc ça ouvre. Et évidemment, ça ouvre et c'est une bonne chose. Mais au bout du compte, les formules à la carte, elles nous laissent un petit peu face à nous-mêmes. Le rôle de l'enseignant, ça va être de constituer un menu. C'est là où il va avoir une plus-value, c'est là où on va pouvoir profiter de son expérience. Et là, il y a plus grand monde pour nous conseiller. On va avoir un package de techniques et on va se débrouiller avec. Alors, il y a des formations en ligne où on est très accompagné, où l'enseignant va prendre le temps de nous expliquer comment se servir de ces outils qu'il met à notre disposition, mais je note quand même que la tendance va à un genre d'individualisation et peut-être aussi d'autonomisation, hein, je sais pas, il y a peut-être un point très positif là-dedans du yoga. Ce que je vois, moi ce que je déplore un petit peu, c'est la perte de lien avec l'enseignant qui fait quand même normalement partie de l'enseignement, hein. Au même titre que l'acquisition des connaissances, on travaille le lien avec une personne, on travaille un lien qui est personnel. Et là, on perd de plus en plus ça. Alors là, je parle vraiment de la transmission dans le cadre d'une formation de professeur. C'est aussi vrai sur les écoles de yoga, puisqu'on voit il y a beaucoup de très grosses salles sur lesquelles on va avoir 30 profs différents. Tout le monde est en auto-entrepreneur sur ces salles, donc les profs, ils vont changer. Tous les 3 mois, il y aura un prof différent. Enfin, voilà, donc ça favorise pas tellement la continuité, le lien, l'apprentissage sur la durée. Alors oui, il y a des avantages, on voit plein de choses différentes. C'est une autre manière de faire. Voilà, je dis pas c'est mieux, c'est moins bien. Personnellement, ça me convient moins parce que j'aime bien les choses qui s'inscrivent dans la durée, avec une cohérence, une continuité. Puis je crois que ça vient aussi d'un tempérament. J'aime bien aller en profondeur dans les choses et j'aime pas quand ça change toutes les 3 minutes. Voilà, il y a besoin de cohérence. Donc je note simplement que c'est une tendance, voilà, de plus en plus, ce renouvellement rapide des professeurs, l'accélération des formations, le temps de formation qui se réduit. Voilà, c'est tous les changements qu'on a pu observer dans le monde du yoga.
J'aime pas tout ramener à ça, mais c'est vrai que les années Covid ont joué un petit peu là-dessus. Le développement des formations courtes, en ligne, à faire chez soi, sans lien direct avec un enseignant ou avec un groupe, tout ça, forcément, ça s'est développé. Ça a aussi accéléré les reconversions professionnelles. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question du sens et qui ont choisi de se lancer vers le monde du yoga parce que ça semble être un petit peu comme un nouvel Eldorado. Donc on a de plus en plus de profs de yoga qui sont formés, alors formés plus ou moins bien, mais bon voilà, en tout cas qui ont un diplôme et qui sont en théorie aptes à transmettre le yoga. Est-ce que c'est encore possible de vivre de sa passion pour le yoga dans ce monde où on a l'impression on arrive à avoir presque plus de profs que d'élèves, quoi. Donc la question, si c'est de savoir est-ce qu'on peut gagner sa vie en donnant des cours, bah oui, tout simplement, oui, bien sûr. Il y a 10 000 manières de faire ça. Donc ensuite, il y en a certains qui vont galérer toute leur vie, qui vont dégager un quart de SMIC, et puis il y en a qui vont faire un chiffre d'affaires de dingue, qui vont gagner 5 000 € par mois. Donc tout va dépendre du modèle économique qu'on met derrière. Être prof de yoga, ça veut plus rien dire. Avant, ça consistait à prendre une salle, donner quelques cours à ses élèves, et puis sans trop se poser de questions, en fait. Maintenant, c'est très différent. Maintenant, il y a beaucoup d'options. Donc, je vais vous passer rapidement en revue les modèles de développement qui sont les plus répandus chez les professeurs de yoga actuellement. Donc, le plus courant, bien sûr, c'est de donner des cours dans les salles de yoga ou dans les studios. Ça, c'est la suite logique. On termine une formation d'enseignant de yoga, et souvent d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de l'avoir terminée quand il s'agit d'une formation longue, et on peut donc démarrer l'enseignement. Au niveau du mode de vie, ça demande de sacrés aménagements de l'emploi du temps, parce que si on veut en vivre, c'est ce qu'on disait en début de podcast, il faut se déplacer d'une salle à l'autre, tant qu'on n'a pas la sienne en tout cas. Il faut négocier les créneaux chaque année, parfois en cours d'année. On va donner des cours le midi et le soir. Donc on va mettre aussi un petit peu entre parenthèses sa vie sociale, familiale. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont durer un temps, mais en général, on ne dépasse pas 4, 5, 6 ans de cette manière. Le tarif des cours va dépendre des lieux. À Lyon, on trouve quand même un grand écart au niveau des prix. On peut débuter à 15 € le cours dans une MJC, par exemple. Alors quand je dis 15 €, souvent c'est parce qu'on est salarié. Donc on a en plus de ça les congés, une mutuelle, enfin certains avantages qui sont liés au salariat. Et puis on a des studios qui vont payer 70, 80 € pour un cours. Et puis on a ça aussi, être payé un petit peu à la performance ou à la popularité. C'est d'avoir un prix par élève ou un mix avec un fixe. C'est-à-dire le prof, même s'il se déplace pour un élève, 2 élèves, il va avoir une petite part fixe et ensuite son revenu va augmenter en fonction du nombre d'élèves inscrits à son cours. Donc voilà, la première option c'est ça, c'est forcément le plus simple, ce qu'on va mettre en œuvre tout de suite pour se roder, pour découvrir ce qu'on aime aussi dans l'enseignement du yoga. Mais ensuite, si on veut vraiment en vivre, il va souvent falloir transformer et s'orienter vers autre chose. Donc l'option suivante, c'est celle que moi j'ai choisie, c'est celle dont beaucoup rêvent, c'est de créer un espace pour enseigner le yoga. Quand on a son lieu à soi, on a une vraie liberté. Mais c'est aussi une grande responsabilité parce que de prof de yoga, on passe à comptable, manager, responsable marketing, webmaster. Enfin voilà, on est vraiment multicasquette. Donc c'est une super aventure quand on a envie d'entreprendre. On peut d'ailleurs utiliser différents statuts juridiques en fonction de ses goûts. Ça peut être une entreprise si on a envie vraiment de se lancer dedans et d'avoir une performance économique. Ça peut être en association si on a envie de travailler avec d'autres personnes, si on a envie de faire une petite structure, quelque chose même peut-être à côté de son activité principale. Je ne vais pas vous donner plus de conseils ici parce que le choix du statut, ça dépend vraiment de votre situation particulière. Moi, par exemple, je prévoyais de faire un chiffre d'affaires faible. C'était déjà acté que j'allais pas chercher la rentabilité. Mais voilà, je voulais avoir une salle, je voulais avoir un espace et je voulais que les frais fixes soient pris en charge par l'argent récupéré par les cours. Donc le statut associatif fonctionnait très bien pour ça. Et en parallèle, pour donner des cours en entreprise, des formations, j'avais un statut différent. Donc voilà, quand on a son lieu, ça suppose d'être au clair avec tout ça, de savoir pourquoi on fait les choses, d'avoir un lien plus grand, on va dire, avec l'approche économique et stratégique. Il va falloir commencer à évaluer ce que font les autres
évaluer l'écosystème du yoga dans l'espace dans lequel on vit, et puis essayer de se positionner avec sa structure dans cet écosystème. Une autre option, quand on veut donner des cours de yoga, c'est d'intervenir en entreprise. Alors là, au lieu de courir d'une salle de yoga à une autre, on va aller d'entreprise en entreprise. L'avantage, c'est clairement la rémunération, parce que souvent, c'est supérieur aux salles de yoga. Ensuite, il y a vraiment des inconvénients, hein. C'est que les élèves ne sont pas déconnectés de leur environnement. Moi, en tout cas, c'est ça qui me gênait. Ils sont dans les locaux de leur entreprise. Ils restent entre eux. Donc, y a des fois, on est avec son supérieur hiérarchique, il y a le directeur, le RH, et puis voilà, on amène tous nos conflits et toutes nos amitiés aussi avec nous. Et c'est très difficile, pour certains, en tout cas, pour une majorité, je pense, de faire abstraction des liens personnels dans cette sphère-là. Moi, je crois que la salle de yoga, c'est aussi un lieu pour mélanger un petit peu les populations, pour être de nouveau personne, être de nouveau assez anonyme et ne pas être défini par son travail. Et là, on retrouve cette identification qui est souvent pas terrible, en fait. Après, de mon côté, j'ai continué à donner des cours en entreprise assez longtemps, mais vraiment dans 2 entreprises choisies, justement parce qu'il y avait une ambiance qui était vraiment sympa. Il n'y avait pas tous ces jeux, toute cette compétition, ou alors c'était bien masqué, je ne sais pas. Et puis, il y avait un vrai intérêt pour le yoga, ce que je ne retrouvais pas dans beaucoup d'entreprises. C'est souvent plus difficile d'amener les personnes qui sont sur leur lieu de travail dans le monde du yoga. Après, ça apporte aussi d'autres choses, hein, parce qu'on peut créer différents formats. On n'est pas bloqué sur le format court. On peut faire des ateliers, des cours, des stages. Voilà, on peut apporter quelque chose au monde de l'entreprise à travers la pratique du yoga. L'option suivante, qui n'existait pas ou vraiment de façon marginale il y a une dizaine d'années, c'est les cours en ligne. Donc là, c'est vraiment devenu la jungle, les cours en ligne. Il y a des centaines, des milliers de profs qui donnent des cours, et puis parfois gratuitement. Donc si vous partez de zéro et que vous vous lancez en pensant vivre des cours en ligne, je crois qu'il faut vraiment bien penser votre stratégie et puis ne pas être trop optimiste non plus, quoi. Comment est-ce que vous allez vous différencier ? Quel est le point que vous avez envie de partager avec vos futurs élèves ? Et pourquoi est-ce qu'ils iraient vous voir, vous, et pas un autre enseignant qui est déjà installé, qui a déjà sa salle de yoga, qui a déjà ses élèves en présentiel ? Donc si vous trouvez cette raison, pourquoi pas, hein. Et cette raison, elle peut être liée à vous, à vos connaissances, à une personnalité, à une pédagogie. Et puis c'est lié à votre offre aussi, quelle proposition vous allez pouvoir faire, quelle formule, quel prix. Voilà, mais bon, les cours en ligne, c'est un petit peu particulier, c'est extrêmement facile. Et puis comme c'est très facile, il n'y a aucune barrière à l'entrée, entre guillemets, donc tout le monde peut les donner. Donc il faut obligatoirement un élément de différenciation pour pouvoir faire en sorte que son offre se dégage. L'évolution suivante, c'est de devenir formateur pour les enseignants de yoga, bien évidemment. Donc ça peut être au sein d'autres écoles de yoga, ça peut être dans votre propre école et ça peut être en ligne. Donc là, vous allez transmettre la technique, la pédagogie, et puis vous allez permettre aux futurs profs de yoga de bénéficier de vos conseils et de votre expérience. Donc voilà, en général, il faut attendre quelques années, on ne se lance pas juste à la sortie de sa formation, hein. C'est le modèle économique, je crois, qui est le plus viable. Après, il faut avoir l'appétence pour ça parce que c'est pas du tout comme le métier d'enseignant de yoga. On n'est pas sur un niveau très simple comme celui de guider un cours d'1 heure, 1h15, 1h30. On est vraiment dans une recherche de profondeur, de lenteur. Il y a une vraie recherche de transmission et une vraie responsabilité parce que tout ce qu'on va donner, il y a des personnes qui vont le réutiliser. Donc au lieu de toucher, je vais dire n'importe quoi, une centaine d'élèves avec nos 10 cours hebdomadaires, là on va toucher des milliers de personnes parce qu'on va former des profs qui vont transmettre à leur tour. Donc très souvent, on commence dans sa structure. Il y a quelques élèves qui sont motivés, qui nous demandent si on peut pas leur donner des conseils pour aller plus loin, qui parfois ont l'envie d'enseigner, donc qui vont nous motiver pour créer un groupe de futurs enseignants de yoga. Donc très souvent, ça se fait tout doucement le chemin vers le métier de formateur. Ensuite, si vous avez une expertise qui est rare, on viendra certainement vous chercher pour vous proposer d'intervenir dans le cadre d'une formation existante.
C'est le cas si vous avez la connaissance d'un type de yoga très spécifique, si vous parlez couramment sanskrit, si vous avez fait une thèse sur un texte traditionnel, ou voilà, je sais pas. Mais si vous avez une expertise un petit peu différente, qui n'est pas celle de n'importe quel enseignant de yoga, ça ira plus vite, bien évidemment. Donc si on devait résumer rapidement les pour et les contre du métier de prof de yoga, sachant que cette analyse, elle reste très personnelle évidemment, je dirais que les points positifs, c'est de passer tout son temps à pratiquer, étudier et transmettre ce qui nous passionne. Donc ça, c'est absolument génial, ça donne du sens à la vie. Il y a du temps libre. Alors le temps libre, c'est le temps qui est utilisé souvent pour étudier, pour pratiquer, mais ça reste l'activité qu'on aime, donc c'est un choix. Ensuite, il y a un lien qui devient très facile avec des personnes qui sont passionnées. Donc ça va encore une fois nous ramener vers le yoga, ça nous ramène dans un drôle de mélange entre notre activité professionnelle et nos activités personnelles. Mais voilà, quand c'est notre vie, c'est quelque chose qu'on perçoit comme positif. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait une sensation d'être vraiment utile. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps, d'avoir la sensation d'être vraiment, d'apporter quelque chose, quoi. Et puis ça va aussi avec une sensation de pas vraiment travailler. Et puis enfin, on a la possibilité de se former en permanence. Il y a des façons de faire très simples. On peut bénéficier de formations qui sont payées par nos cotisations, mais qui nous restent assez accessibles quand même. Tous les ans, on a un crédit pour ça. Ensuite, on peut faire des échanges avec d'autres enseignants de yoga. Enfin, il y a plusieurs façons de faire, pour avoir un accès à l'enseignement un petit peu privilégié. Les côtés moins sympas, je dirais, c'est faire attention au surmenage, prendre trop de cours, prendre trop de responsabilités, enseigner des choses qu'on n'est pas complètement apte à transmettre. Ça, faut faire attention. Pas se dégoûter de sa passion en allant au-delà de ses limites dans l'enseignement. Ensuite, ce que je vois, c'est la précarité. Ça, c'est une réalité dans le monde du yoga. Les profs sont précaires. Quand on est payé 30, 40, même 50 euros du cours, c'est pas être payé 50 euros pour une heure nette. On a tout le temps de préparation, on a tout le temps de trajet. En général, on prend du temps après. On n'a pas de congé payé, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas d'avantage. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça et il faut bien calculer ça avant de se lancer. Ensuite, si on a pris trop de cours, la routine peut finalement être aussi enfermante que la routine d'un salarié. Donc bien penser son modèle économique, on en revient toujours là. Et puis le point, moi, qui m'a un petit peu gênée, c'est les horaires. Je suis pas du tout du soir. Donc terminer à 22h, ça me convient pas. J'ai besoin d'un petit peu de vie sociale aussi en fin de journée. Être avec les amis, faire un bon repas. Là, ça a enlevé tout cet aspect social. Donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu gênée. J'ai résolu le problème en donnant plutôt les cours les midis. Et en gardant quand même une soirée parce que il y a quand même des avantages à donner des cours le soir, l'ambiance est un petit peu différente, tout le monde est plus détendu, il y a rien après, donc 1-2 soirs par semaine ça va, mais 5 soirs par semaine c'était vraiment beaucoup trop. Un point sur lequel j'ai peut-être pas bien développé, mais là j'en profite, c'est que pour beaucoup d'enseignants, le moins petit grain de sable va venir créer de gros problèmes. Par exemple, quand on est malade, quand on a un problème d'emploi du temps, pour les personnes qui ont des enfants, quand il y a un souci au niveau de la garde, il y a un cours qui n'a pas lieu. Et un cours qui n'a pas lieu, c'est toujours très difficile à gérer. On peut pas toujours se faire remplacer. En tout cas, quand c'est au dernier moment, c'est difficile. Et puis, un remplacement va avoir des conséquences négatives, évidemment. Donc, les élèves sont toujours très attachés à leur enseignant et ça peut amener quelques déceptions. Et puis au niveau économique, encore une fois, vous ne touchez rien si vous ne donnez pas votre cours. Pour vous donner une petite anecdote sympathique, si vous êtes en congé maladie, alors ça dépend des salaires, des revenus passés, bien sûr, donc ça sera pas ça pour tout le monde, mais moi j'ai été malade une fois en 8 ans, donc j'ai eu le Covid, j'ai dû me mettre en arrêt forcé, et donc j'ai reçu 5,50 € par jour. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc vous voyez, avec 5,50 €, on va vraiment très loin. Il faut pas tomber malade, il faut pas être faillible à un moment. Donc on en revient à la question de base, une des questions de base, pourquoi j'ai arrêté de donner des cours de yoga, pourquoi je vais arrêter dans une semaine les cours de yoga hebdomadaires. Donc déjà, mettons les choses au clair. La motivation principale,
c'est pas du tout un rejet du métier de prof de yoga, hein, bien au contraire. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie qu'en donnant des cours. J'avais la sensation d'être à ma place. Bon, j'avais la chance d'avoir des élèves vraiment exceptionnels, la chance d'avoir des petits groupes, la chance d'avoir une salle vraiment sensationnelle. Bon, bref, c'était vraiment l'environnement rêvé, quoi. Par contre, j'ai eu envie de changer de vie, de cadre de vie. Voilà, la ville ne me convenait plus. Je ne supporte plus Lyon. Enfin, j'aime bien y venir maintenant un peu en touriste, mais pas pour y vivre au quotidien. Donc c'est peut-être juste moi qui deviens vieille et qui ai envie de prendre ma retraite à la campagne, je sais pas. Mais l'envie de partir, elle s'est transformée en besoin de partir. Et le projet a mûri plusieurs années parce que je savais que le fait de quitter cet espace de yoga que j'avais rêvé, que j'avais mis du temps à créer, qu'il était difficile de maintenir, hein, voilà, ça allait tout être mis en cause avec un départ. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous ai pas présenté, mais quand on donne des cours, quand on a son lieu en particulier, on est un petit peu lié à cet endroit, on est lié à cette ville, et si on change, on perd tout. Donc là, voilà, c'est l'aspect personnel qui a quand même initié ce changement, puisqu'il y a eu une vraie hésitation, hein. J'ai mis 3 ans à me décider, et la raison principale, c'était d'avoir cette salle, d'avoir ce lien. Bon, après, il y avait quand même quelque chose qui me gênait, c'était tous les changements dont on a parlé. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur ce qui avait changé dans la manière d'enseigner, d'appréhender le yoga, au cours de la dernière décennie, on va dire. Voilà, moi je souhaite plus donner de cours de yoga hebdomadaire et je vais pas en proposer là où je vis, ou alors peut-être à un moment, faut jamais dire jamais évidemment, mais en tout cas je veux pas en refaire mon activité principale. Moi c'est vraiment cette tendance à la consommation des cours qui m'attriste. On peut plus aller trop loin dans ce qu'on transmet sur des cours. Bon, avec certains groupes motivés, on peut, mais voilà, je vois que les gens sont de plus en plus épuisés, que les corps sont de plus en plus raides, en souffrance. Et j'ai l'impression d'être là pour apporter un petit soulagement, un petit mieux. C'est déjà beaucoup, hein. Mais j'ai pas envie de prendre ce rôle. J'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie de transmettre le yoga. Et j'ai l'impression que ça ne peut se faire qu'à travers des stages, qu'à travers des temps un petit peu plus longs. Voilà, ça vient peut-être de l'âge aussi. J'ai moins envie d'aller vite. J'ai moins envie de proposer du contenu rapide, facile à consommer. J'ai envie de proposer des choses qui s'inscrivent dans la durée et qui sont plus profondes, qui sont plus en lien avec les enseignements authentiques. J'encourageais tout à l'heure les jeunes enseignants à ne pas transmettre tout ce qu'ils ont pu apprendre. De mon côté, j'évaluais, je me dis, je transmets peut-être 5 ou 10% de ce que j'ai pu apprendre simplement. Donc forcément, hein, l'écart se creuse. Quand on est enseignant de yoga, on pratique tous les jours, on fait plein de stages, c'est notre vie, on est très motivés. Et puis nos élèves, bon, ils viennent toutes les semaines, parfois un week-end, parfois une semaine, mais souvent on n'apprend pas au même rythme. Donc évidemment, l'écart avec le temps, avec les années d'enseignement, va se creuser de plus en plus. Je me suis quand même posé une question intéressante, c'est si je devais tout refaire, si je devais repartir de zéro, voilà, j'ai 25 ans, je veux donner des cours de yoga, qu'est-ce que je fais ? Donc je pense qu'il y a une chose que je ferais très différemment, c'est que je me forcerais moins à sortir de ma zone de confort. Là, je me suis beaucoup forcée à aller vers l'extérieur, à aller vers le monde de l'entreprise, à me dépasser, donner des ateliers, des stages, des choses comme ça assez rapidement. J'avais, je pense, les compétences techniques, entre guillemets, hein. La connaissance du yoga pour transmettre ça. Par contre, j'avais pas l'aisance relationnelle pour le faire. Et donc, ça a été un petit peu violent comme confrontation. Alors, jamais de l'extérieur, hein. J'ai eu la chance de tomber toujours sur des personnes très sympas. Mais voilà, intérieurement, parfois, je me sentais un petit peu en décalage, pas toujours parfaitement à ma place, voilà. Je ferai aussi moins de concessions sur ce que j'ai envie d'enseigner. Ça, j'ai beaucoup fait au début aussi. Regarder ce que les élèves veulent et leur transmettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Et je me rends compte qu'il ne faut pas enseigner de cette manière. Il faut faire un genre de compromis. Regarder ce qu'il est important de transmettre. Et puis regarder ce que la personne est en capacité de recevoir. Et voilà, chercher ce qui est à la jonction de ces deux espaces. Ensuite, une erreur, enfin bon, ça c'est personnel, avec le recul, je sais pas, mais je crois que je me serais associée avec quelqu'un, si c'était à refaire.
Ça permet de se sentir un petit peu moins seul parce que vraiment prof de yoga, c'est un métier dans lequel on est très seul. On peut rencontrer d'autres enseignants, on est souvent avec des élèves, mais par contre, on est un petit peu seul aux commandes. Donc, je crois que voilà, j'aurais aimé m'associer avec quelqu'un et ça m'aurait sûrement permis d'aller un petit peu plus loin, de surpasser beaucoup de problèmes, de passer moins de temps à me creuser la cervelle sur des choses que moi, je n'étais pas en capacité de résoudre. Et puis trouver quelqu'un de complémentaire. Par exemple, l'aspect communication ne me plaît pas, ne m'intéresse pas, ne me convient pas. Et ben peut-être que si j'avais trouvé quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise là-dessus, j'aurais pu développer davantage ce qui me plaît. Donc je pense qu'il faut vraiment chercher à créer des synergies comme ça. Voilà. Je chercherai aussi, je crois, à différencier ce qui est agréable de ce qui est rentable. Moi, je refusais souvent les prestations qui ne me paraissaient pas intéressantes, pas en adéquation avec le monde du yoga. Par exemple, tout ce qui était atelier, séminaire en entreprise, ça, j'ai pas tellement fait parce que ça m'intéressait pas trop. Maintenant, je me dis avec le recul, il y a des fois, j'aurais peut-être eu intérêt à accepter, à dire, voilà, là, c'est pas vraiment du yoga. C'est pas du yoga, d'ailleurs, hein, pas du tout du yoga, ce que je vais vous transmettre, mais c'est inspiré des techniques du yoga. Et là, de façon éthique, j'aurais été capable de me positionner et j'aurais aussi pu transmettre des outils à des personnes qui pouvaient pas recevoir plus à ce moment-là. Et moi, j'aurais peut-être pu développer une autre activité plus rentable, même si elle correspondait un petit peu moins à mes aspirations profondes au départ, quoi. Ensuite, je pense que j'aurais gardé plus longtemps 2 métiers. Là, je l'ai fait pendant un certain temps quand même, hein, traduction, yoga, mais rapidement, le yoga a pris le pas parce que c'était voilà, plus intéressant pour moi, j'avais plus envie d'aller vers ça. Donc j'ai fait de façon très intuitive, sans trop regarder de façon pragmatique ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, moi je pense que j'aurais gardé un équilibre entre une activité plus intellectuelle qui était nécessaire aussi pour l'équilibre, hein, pas seulement pour les finances, et puis la partie yoga avec voilà, une transmission, un lien, de 2 choses très différentes. Et enfin, je pense que je dis ça aujourd'hui, hein, et avec l'âge, c'est quelque chose qui évolue, je culpabiliserai moins. J'ai beaucoup culpabilisé sur le fait de pas vraiment rentrer dans les grandes catégories de profs de yoga. Je voyais un petit peu autour de moi comment étaient les autres enseignants et je me sentais complètement à la ramasse, hein, pas du tout, pas du tout dans les mêmes cases, pas du tout, voilà, pas comme eux, pas dans ce monde. Et en fait, je me rends compte que peu importe, je pense que chacun avait aussi cette sensation d'être un petit peu à part, de pas coller complètement à l'image qu'on essaye d'avoir du prof de yoga. Donc cette culpabilité, voilà, elle servait à rien, j'aurais pu en faire l'économie. Et puis on va voir ce qui était bien aussi, hein, les actions que je juge positives. Donc la première, la meilleure action, c'était d'ouvrir ma salle de yoga. J'ai un tempérament qui est assez indépendant. Et donc le fait de tout gérer, bon c'est une charge, d'accord, mais ça a été quand même libérateur. Ça permettait d'avoir une forme de contrôle sur l'enseignement que je proposais. Il y avait pas voilà les élèves un petit peu déçus parce que le prof d'à côté il faisait du vinyasa ou je ne sais quoi et donc il arrive à un cours de hatha, il trouve ça bizarre. Bon, voilà, là ça permettait d'avoir une cohérence quand même dans toute l'école, d'avoir ensuite proposé à d'autres enseignants de la même école, de la même lignée. Ben voilà, ça offrait une cohérence et puis on se sentait un peu plus à la maison. Voilà. Ensuite, j'ai créé rapidement et pas à mon initiative. Donc ça, c'était une bonne idée. La personne qui m'a conseillé de le faire, bien joué, c'était de créer un site internet et de travailler le référencement. Donc ça a permis, dès que j'ai ouvert la salle, d'avoir tout de suite une grande visibilité. Donc très bonne idée, hein, si vous démarrez, lancez un site, même si vous savez pas quoi mettre dessus, mettez une page, présentez-vous, faites un blog avec un article par mois, on s'en fiche, hein, mais faites quelque chose, créez un site. Ensuite, j'ai suivi une formation de yoga exigeante, passionnante, enfin j'en ai suivi même plusieurs, et ça, c'était quelque chose d'indispensable, je pense, avec quelque chose de moins précis, avec des enseignants un petit peu moins impliqués, je crois que je me serais jamais sentie légitime pour enseigner. Donc ça, super important. Formation en présentiel, ce qui a aussi permis d'avoir un lien, d'avoir des premiers cours, d'avoir des conseils. Enfin, voilà, pour moi, la formation était excellente et parfaite. Ensuite, bon, j'ai privilégié le temps à l'argent.
ce qui m'a permis d'avoir un bon équilibre de vie, de pratiquer le yoga. C'est quelque chose que je referai, je pense. J'ai toujours tendance à valoriser le temps par rapport à l'argent. Alors bien sûr, il faut un minimum d'argent pour pouvoir vivre, mais une fois que ce minimum qui est assez faible est atteint, après je vais regarder comment me dégager plus de temps. Je suis assez fan de l'organisation, de la stratégie, voilà. Et chaque année, je réévaluais un petit peu comme si tout était possible. Qu'est-ce que j'avais envie de faire ? Et ça m'a permis de faire évoluer mes propositions en termes de cours. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important et c'est de plus en plus important, hein, puisqu'on a vu le monde du yoga évolue constamment, de plus en plus vite. Donc se repositionner régulièrement en se demandant est-ce que je suis dans la bonne direction. Et puis le lien avec d'autres enseignants du yoga. Ça, c'est quelque chose que j'ai entretenu, bon, peut-être pas suffisamment, mais ça a été quelque chose de déterminant dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle aussi, mais vraiment dans la vie pro. Donc je ne peux que vous encourager à créer des liens avec d'autres enseignants. Moi, je vais à aucun événement, mais par contre, j'ai pris le temps de rencontrer les enseignants qui me parlent, qui ont des démarches qui me paraissent intéressantes. On échange voilà, sur le yoga, sur la pédagogie, sur nos aspirations personnelles, sur la pratique, et ça fait du bien. Ça permet de se positionner au niveau professionnel, et puis au niveau personnel, c'est un complément, je trouve. Avec un prof, on apprend la technique, et puis avec d'autres pratiquants, on apprend comment l'intégrer dans la vie. Donc là, je me rends compte que ça fait une petite heure que je parle sur le sujet. Il y aurait beaucoup à dire. On fera un deuxième podcast avec des conseils plus pratiques. Je ne veux pas vous laisser avec de la théorie seulement, si vous êtes jeune prof de yoga. Donc voilà, je vais vous proposer un exercice pour trouver votre chemin, entre guillemets, hein, en tant que nouvel enseignant du yoga, ou même pas nouveau. Si vous avez peut-être envie de vous repositionner, voilà, vous pouvez le faire également. Donc je vous propose quelque chose de très simple, hein. C'est déjà vous poser la question si vous n'aviez aucune limitation technique, temporelle, en termes de compétences, en termes d'argent. Quel type d'enseignant du yoga est-ce que vous voudriez devenir ? Pourquoi est-ce que vous voudriez être reconnu ? Alors pas être célèbre, mais être reconnu. Quelle serait votre particularité ? Et puis, quel serait votre quotidien ? Quelle vie, quel mode de vie vous imaginez autour de cet enseignement du yoga ? Donc vous pouvez prendre le temps de faire ça, mettre le podcast en pause ou le faire plus tard. Par écrit, c'est pas mal parce que ça permet d'acter et d'y revenir. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, objectivement, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui est important pour vous au niveau personnel, au niveau professionnel ? Alors quand on parle de valeurs, moi je fais toujours très attention à distinguer les valeurs théoriques qui sont les grands idéaux, qui sont parfois des conditionnements qu'on nous a un petit peu mis dans le crâne, et puis les valeurs qu'on incarne vraiment. Donc voilà, une fois que vous avez ces valeurs, sans vous idéaliser, sans mettre des valeurs qui ne vous correspondent pas vraiment, essayez de regarder vos actions, hein, pour les actions que vous prenez au quotidien. C'est un très bon indicateur pour en déduire vos valeurs. Ne faites pas de cette recherche des valeurs un exercice mental. Essayez de partir de votre quotidien. Sur quoi est-ce que vous mettez les priorités ? Il y a des gens qui me disent la famille c'est une valeur fondamentale pour moi et qui sont toujours en train de bosser, qui s'occupent pas de leurs enfants ou de leurs conjoints. Bon, je pense que dans ce cas on peut dire que la valeur travail est plus forte que la valeur famille, mais dans leur idéal ça serait l'inverse. Bref, petite parenthèse fermée. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez une feuille de route, vous avez un point de départ, votre situation actuelle avec ce qui est important pour vous, et puis vous avez un cap, vous avez votre direction, le type d'enseignant du yoga que vous voulez devenir. Ça peut paraître énorme, la distance peut paraître gigantesque, donc vous pouvez ensuite essayer de mettre des balises et définir quelles sont les marches à gravir, quelles sont les grandes lignes pour passer de l'état actuel à votre objectif. Alors il n'est pas nécessaire d'être arrivé au but pour commencer l'enseignement, hein. Disons que c'est un voyage vers un idéal qui ne sera certainement jamais atteint, et en plus ce cap il va changer au fil du temps, au fil de vos expériences, mais à un moment donné, sur votre feuille de route, vous allez noter qu'il est possible de vous lancer. Donc voilà, c'est simplement pour un petit exercice pour amorcer quelque chose, pour prendre la mesure de la distance à parcourir et surtout du chemin dans lequel vous allez pouvoir commencer à avancer.
Voilà, c'est enfin terminé pour aujourd'hui, un podcast un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, un petit peu plus personnel aussi, et puis axé non pas sur la théorie du yoga, mais vraiment sur la réalité concrète du métier d'enseignant de yoga aujourd'hui. S'il vous a plu, n'hésitez pas à à partager vos réflexions, vos questions, vos protestations, vos témoignages personnels en commentaire. Voilà, moi je suis très curieuse de vous lire, de voir comment vous vivez le métier de prof de yoga ou comment vous appréhendez ce métier si c'est ce à quoi vous aspirez. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un prochain podcast un petit peu plus concret sur le métier de prof de yoga.